Je vous remercie d'être venu ici pour participer à cette table ronde autour de la figure et la déconstruction de la figure des champions. Et il y aura 3 grands champions inscrits au programme, J.C. Owens, Abebe Bikila et Mohamed Ali. Alors, cette table ronde, elle va évidemment dans la continuité de toutes les expositions et manifestations qui ont été mises en œuvre par le Mémorial depuis 2011. Je ne sais pas si vous étiez venu voir la première exposition qui avait pour thème le sport européen à l'épreuve du nazisme. Il y avait eu ensuite une version italienne, nous avions fait des colloques, et avec Caroline François et Hubert Struck, donc cette année, nous avons été les commissaires, donc je ne me suis pas présenté, Paul Dietschi, historien, professeur à l'Université de Franche-Comté. Bon, j'avais déjà participé à tous ces projets depuis 2011. Et l'idée, donc, c'était évidemment de profiter des Jeux Olympiques pour prolonger la réflexion avec cette exposition dont vous avez ici, je vous recommande évidemment l'achat du catalogue, les Jeux Olympiques, miroir des sociétés, que vous trouvez à la librairie du Mémorial. Alors, dans ces expositions, la première et celle d'aujourd'hui, nous avons évoqué assez largement l'histoire des institutions sportives, le CIO par exemple, l'histoire des États qui ont instrumentalisé le sport, et bien évidemment l'Allemagne nationale-socialiste qui l'a utilisé dans sa politique antisémite, dans la persécution des Juifs et jusque dans la Shoah. Donc c'est évidemment très largement au cœur de ces expositions. Et si vous montez là-haut, si vous êtes déjà monté, vous voyez qu'au départ, on essaie de réfléchir sur les valeurs olympiques et leur ambivalence pour essayer évidemment de traquer les incohérences et bien évidemment les instrumentalisations. Et notamment, il y a 3 moments importants que nous évoquons. 1936, bien évidemment. 1972, les Jeux de Munich et l'attentat de la prise d'otage et le massacre des athlètes juifs. Et puis également le moment 68. Alors, si vous êtes monté, vous avez peut-être remarqué aussi que nous avons fait la part belle aux athlètes, femmes et hommes. Pour quelle raison? C'est que, au-delà évidemment de l'insertion du sport dans les relations internationales, au-delà évidemment de son instrumentalisation par les régimes fascistes, l'histoire du sport, c'est aussi l'histoire d'individus, de parcours. Alors, entre 2011, la première exposition, et celle-ci, nous avons à la fois repris certains parcours, nous avons découvert d'autres. Repris certains parcours, c'est évidemment celui d'Alfred Nakache, qui a participé aux Jeux de 36, a participé aux Jeux de 48, et entre les deux, eh bien, a connu ce destin terrible sous Vichy, et la déportation avec sa femme et sa fille qui sont assassinés immédiatement à Auschwitz. Et lui, eh bien, en raison aussi de son statut de sportif, eh bien, réussit à survivre, mais revient évidemment complètement détruit et se reconstruit avec le sport dans son club de Toulouse, son entraîneur et ses partenaires. Il y avait d'autres figures qui nous avaient échappé, c'est celle de Eva Zekeli. Je vous recommande le panneau qui lui est consacré, c'est une histoire tout à fait extraordinaire. Une petite fille de la population juive de Budapest qui entend les JO de Berlin à la radio et qui rêve d'y participer. Elle réussit à passer à travers la grande déportation des Juifs hongrois de Budapest en 1944 en se cachant, et elle va participer aux Jeux de Londres, puis ensuite elle va obtenir quand même une médaille d'or aux Jeux de Helsinki en 1952 aux 200 mètres brasse, et une médaille d'argent aux Jeux de 56, mais l'histoire la rattrape puisqu'elle quitte ensuite
la Hongrie, elle revient avec son mari, et lorsque elle veut participer aux Jeux de Rome en 1960, le régime socialiste dit au couple, parce qu'elle est mariée à un joueur de water polo, c'est l'un de vous deux qui y va, l'autre restera à la maison, et en tant que femme, elle se sacrifie pour son mari. C'est aussi, autre exemple, c'est celui de Sam Rabin, un personnage tout à fait assez extraordinaire, hein, qui est le fils de juifs de Biélorussie, hein, qui gagne Londres au début du XXe siècle, fuyant les pogroms. Et lui devient à la fois un artiste, hein, d'ailleurs il fera des séjours à Paris pour se former, et en même temps c'est un lutteur, et il obtient la médaille de bronze aux Jeux d'Amsterdam en lutte en 1928. Donc il y a toutes ces figures que nous avons retrouvées, que nous mettons un petit peu en exergue, et qui nous permettent à la fois de relire, vous voyez, cette histoire de l'instrumentalisation des jeux, de cette ambivalence, hein, qui fait que les jeux sont à la fois un moment de paix, c'est le vœu de Pierre de Coubertin, un moment d'universalité, mais universalité qui, pour Coubertin, doit être limitée, évidemment. On ne parle pas des femmes, on doit être entre aristocrates, dans un entre-soi. Hein. Et finalement, bon, c'est cette ambivalence qui est aussi celle du rapport entre universalité et nationalisme, hein, qui est évidemment très fort dans les jeux. Donc ces personnages, eh bien, nous permettent finalement de relire ces jeux, et surtout, à partir des années 20 et 30, eh bien, les jeux sont accompagnés par les médias. Hein, les jeux 36, évidemment, sont célèbres, ou tristement célèbres, pour le film de Leni Riefenstahl. Donc finalement, l'image des athlètes leur échappe en partie. Ils deviennent des personnages, des figures publiques. Ils envahissent aussi la fiction. Hein. Pensons à Harold Abrahams, le Britannique, un vainqueur du 100 mètres à Paris en 1924, et qui a été est devenu un personnage d'un film, Les Chariots de Feu, qui a eu un Oscar en 1980. Donc ces personnages, finalement, ont à la fois cette vie, qui est une vie d'athlète, une vie d'homme, mais aussi ont finalement une représentation qui leur échappe, et deviennent en quelque sorte les porte-paroles de mouvements, de revendications, de lutte pour la liberté. Alors, l'idée aujourd'hui, c'était donc, puisque l'exposition doit autant mettre en regard cette histoire avec l'histoire de la Shoah que d'aller un petit peu plus loin et la mettre en regard avec d'autres formes de discrimination, discrimination raciale, discrimination aussi de genre, eh bien l'idée c'était de prendre trois grandes figures à partir de 1936, de ces parcours qui dépassent le sport, de champions qui deviennent finalement des figures du XXe siècle, mais en même temps des figures parfois qui échappent en quelque sorte à ces personnages. Alors pour cela, eh bien, nous avons invité trois grands spécialistes de ces questions-là. Alors à ma gauche, François-René Julliard, qui est docteur et agrégé en histoire et qui a soutenu une thèse tout à fait remarquée sur les athlètes olympiques noirs américains entre excellence sportive et lutte pour l'égalité, thèse qui court sur une période assez longue puisque ça va de 1896 à 1984. Alors François René, lui, va nous parler de Jesse Owens. C'est lui qui commencera, donc évidemment l'athlète qui a défié Hitler, mais c'est aussi, on le verra, pour partie une forme de construction, même si évidemment ses succès ont été un moment important des Jeux de Berlin. À ma droite, Stéphane Mourlan, qui est maître de conférence à l'université d'Aix-Marseille, spécialiste entre autres de l'histoire de l'immigration, de l'histoire de l'Italie, de l'histoire aussi du sport, qui va soutenir cette semaine
son habilitation à diriger des recherches. Donc c'est une semaine importante pour Stéphane. Et Stéphane a par ailleurs été un des commissaires de l'exposition qui est aujourd'hui ouverte à la Porte Dorée, à l'Olympisme, Histoire du monde, si je ne me trompe pas. Et puis par ailleurs, il a écrit un certain nombre d'articles, d'ouvrages, y compris, on a écrit notamment tous les deux, avec un troisième compère, une histoire politique des Coupes du monde de football. Alors, tout à droite, eh bien, Claude Boly, qui lui aussi a un parcours universitaire. Il a fait une thèse sur Manchester United, à l'université de Manchester et l'université de Nantes, conjointement. Il a ensuite été, et il est devenu depuis 2006, je crois, Claude, responsable scientifique du musée du sport, vous savez, qui était à Paris et qui est aujourd'hui à Nice. Et il faut rendre hommage évidemment à Claude, puisque c'est grâce à lui que nous avons eu quelques belles pièces dans l'exposition, notamment le maillot de J.C. Owens à l'université d'Ohio, le dossard d'Alain Mimoun. Et puis, c'est lui qui nous a signalé ce personnage, cet artiste, lutteur qu'est Sam Rabin. Et donc, nous avons d'ailleurs une esquisse, un tableau de Sam Rabin. Alors, Claude, lui aussi, a beaucoup travaillé sur l'histoire du sport. Et notamment, il a, en 2016, publié une biographie de Mohamed Ali chez Folio, qui est un livre à succès, qui est devenu une référence. Et il nous parlera donc de Cassius Clay Mohamed Ali, vainqueur du titre olympique des mi-lourds en 1960. Et puis Stéphane nous parlera, après François René, de Abebe Bikila, l'Éthiopien, vainqueur pieds nus du marathon de Rome en 1960, et puis ensuite avec des chaussures du marathon de Tokyo 4 ans plus tard. Voilà, je laisse la parole à François René. Merci, c'est bon. Merci beaucoup Paul, merci au Mémorial et à Caroline François de me permettre de parler d'un des sujets qui me tiennent à cœur via la thèse, effectivement, comme Paul l'a rappelé, une thèse qui portait sur les athlètes noirs américains aux Jeux Olympiques. Et donc évidemment, Jesse Owens est une figure incontournable de cette histoire. Alors, on est invité aujourd'hui aussi à parler des mythes, des constructions de légendes olympiques, de grandes figures. Et effectivement, Jesse Owens, c'est une de ces légendes olympiques dont le nom revient très rapidement, dont l'image est présente aux imaginaires. Il occupe une place assez unique dans l'histoire des Jeux, pas seulement comme sportif, mais aussi comme symbole qui est régulièrement mobilisé. On peut prendre un exemple de cette place dans l'imaginaire à travers deux expositions, celle du Mémorial et celle du musée de la Porte Dorée, où vous avez sur les deux affiches de l'exposition Owens en ombre chinoise ou en photographie, pour suggérer d'une certaine manière, il résume un peu l'esprit olympique. Alors, il y a vraiment ce que j'appellerais un mythe Owens, et c'est pour ça que c'est particulièrement pertinent pour cet après-midi. Ce mythe Owens se compose à mes yeux, deux choses. D'abord, c'est évidemment, incontestablement, un très grand champion, celui qui a détenu plusieurs records du monde, celui qui a eu un record du monde du saut en longueur qui a tenu 25 ans, de 1935 à 1960, et puis bien sûr, comme vous le savez, celui qui a remporté 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin, 100 mètres, 200 mètres, 4 x 100 mètres et saut en longueur. Mais le mythe Owens, cela va plus loin que de simples performances. Et là, on entre dans la dimension politique du personnage. Owens remporte donc ses médailles dans la capitale du Troisième Reich, Berlin, sous les yeux d'Adolf Hitler. Et dans l'imaginaire collectif, Owens, c'est ce coureur qui aurait défié personnellement Adolf Hitler et qui, d'une certaine manière, aurait vaincu à la fois le Führer et également sa théorie de la supériorité de la race aryenne. Ce que j'essaierai de faire là devant vous, c'est de vous montrer que Owens a beaucoup contribué à édifier
ce qui relève en partie seulement, mais en partie quand même, d'un mythe en fonction de certaines circonstances de sa vie. Il a enjolivé certains faits, certaines histoires, certains récits, en fonction d'opportunités que je vous exposerai très rapidement. C'est ce qui échappe souvent à la perception commune, mais c'est aussi ce qui échappe souvent aux historiens eux-mêmes. C'est-à-dire que le mythe Owens est tellement puissant, tellement satisfaisant pour l'esprit à travers l'humanisme qu'il véhicule, que l'avancée des recherches sur Owens est finalement relativement limitée. Alors, j'exagère un peu parce qu'en 1986 est parue une excellente biographie d'Owens, d'un certain William Baker, Jesse Owens, An American Life, qui fait justice de ces enjolivements, de ces petits arrangements. Mais on peut dire que depuis, le mythe l'a emporté largement sur l'histoire. Et donc les travaux majeurs sur Owens se limitent quasiment à ce livre. Et en tout cas, en France, il n'y a à peu près rien sur Owens. Alors, une biographie vient de sortir de Alain Foy, que je n'ai pas eu le temps de lire, donc je ne peux pas vous dire ce qu'elle vaut, mais c'est, pour ainsi dire, l'un des premiers travaux sur Owens en français. Alors, avant de revenir sur le mythe, je vais d'abord poser la première question qui s'impose, à savoir qui est Jesse Owens. Alors, je présenterai d'abord son parcours jusqu'au Jeu de Berlin, et ensuite la construction du mythe qui se surimpose à ça. Alors, Owens, c'est d'abord un athlète noir au temps de la ségrégation. Il est né en 1913 dans un hameau rural de l'Alabama, dans le sud profond, le Deep South, comme on dit, des États-Unis. C'est le petit-fils d'affranchis et le fils de métayers pauvres du sud des États-Unis qui doit faire face à la présence très forte de la ségrégation, d'une ségrégation particulièrement intransigeante. Vous avez la séparation, comme vous le savez, des Noirs et des Blancs dans les lieux publics, dans les écoles, dans les restaurants, mais ça va encore plus loin que ça, l'interdiction des mariages qu'on appellera interraciaux, l'interdiction, ou en tout cas la tentative d'éviter le droit de vote, de limiter le droit de vote des Noirs, également dans ce sud profond, et un régime de terreur raciale qui se surimpose à tout cela pour maintenir cette hiérarchie entre Blancs et Noirs dans le sud. L'Alabama rural, pour vous donner une idée, c'est l'un des espaces où des lynchages contre des Noirs ont lieu. Donc c'est un contexte très difficile avec des parents qui ont des revenus très faibles et une enfance très pauvre. Mais sa vie va connaître un tournant majeur, qui est le moment où, peu après la Première Guerre mondiale, les parents d'Owens décident de migrer dans le nord des États-Unis, précisément à Cleveland, donc dans cette manufacturing belt, cette région industrielle du nord-est des États-Unis qui est en plein essor avec l'automobile, avec l'acier en particulier. Cleveland, c'est une capitale de l'acier. Ce mouvement du sud vers le nord des États-Unis, c'est ce qu'on appelle en histoire des Noirs américains la Grande Migration, qui prend son essor à la fin de dans la Première Guerre mondiale et qui, en fait, se prolonge jusqu'aux années 60. Les parents d'Owens sont comme des millions d'autres Noirs américains. Ils cherchent de meilleures conditions de vie, ils cherchent de meilleures opportunités économiques et ils cherchent enfin un régime racial moins dur. Par exemple, dans le Nord, il leur sera possible de participer au droit de vote. C'est un tournant parce que ça va donner des opportunités à Owens, ça va lui permettre de se faire remarquer, et c'est dans ces années-là, qu'en France on appellerait le collège, le lycée, que Owens commence à se faire remarquer pour ses exploits ou ses performances, ses qualités de vitesse. Il est entraîné pour ça par un entraîneur blanc qui s'appelle Charles Riley, et Charles Riley lui permet d'améliorer sa technique et de battre ses premiers records. Grâce à cette première étape va venir une seconde étape, un second tournant majeur, c'est lorsque, grâce à ses performances, des universités majoritairement blanches vont lui proposer des bourses sportives pour entrer à l'université. Et c'est comme ça qu'il entre à Ohio State University, à Columbus, donc dans l'Ohio. Et ça va lui permettre d'accéder, premier de sa famille dans ce cas-là, à des études supérieures. Et c'est à ce moment-là qu'il va vraiment se révéler
aux yeux des États-Unis, aux yeux du monde, comme un athlète de classe mondiale. Ça se produit en particulier pendant une journée, en 1935, à Ann Arbor, dans le Michigan, au cours d'une journée où, soi-disant, affirmera-t-il, il avait mal au dos. Il bat 3 records du monde et en égale un 4e en un après-midi, soit l'un des plus grands exploits de l'histoire du sport. Alors à ce moment-là, s'ouvre la phase la plus connue de l'histoire d'Owens, à savoir 1936, Berlin. De ce jour à Ann Arbor, il devient le grand favori des Jeux Olympiques. Et il ne déçoit pas, puisqu'il remporte donc 4 médailles, 100 mètres, 200 mètres, 4 fois 100 mètres et longueur. Ces Jeux Olympiques avaient pour fonction, aux yeux de l'Allemagne nationale-socialiste, d'apparaître comme une nation moderne, d'apparaître comme une nation capable d'accueillir un événement de ce gigantisme-là. Et donc, la performance de Owens vient en partie contredire ou remettre en cause ce grand récit de la modernité allemande, et notamment en particulier de la théorie de la supériorité de la race aryenne. Ces victoires provoquent un prodigieux agacement des dignitaires nazis face à ce qu'ils estiment être une forme de scandale racial. À 22 ans, donc, Owens est une icône, non seulement pour la communauté noire aux États-Unis, mais également pour les États-Unis en général. Et seul un boxeur noir, Joe Louis, peut revendiquer une gloire comparable dans le domaine du sport. À partir de là, et pour différentes raisons, en fonction des circonstances, va s'édifier ce que donc j'appelle le mythe Owens. Je vais vous en donner 4 exemples, 4 moments de sa vie où il va être poussé à déformer quelque peu certains faits pour servir sa propre légende. La première étape, c'est son retour aux États-Unis en 1936, juste après les Jeux. Il a reçu beaucoup de télégrammes qui lui proposent des choses, qui lui proposent des tournées musicales, qui lui proposent de participer à des tournées de spectacles, à des films, des apparitions dans des nightclubs, etc. Donc l'opportunité de gagner de l'argent à partir de sa notoriété acquise à Berlin. Et donc il s'empresse de retourner aux États-Unis, de zapper la tournée qu'il devait faire avec l'équipe d'athlétisme américaine et d'essayer de saisir ces opportunités. Certaines s'évanouissent, aucune nouvelle, mais d'autres demeurent. Et celle qui va être la plus rémunératrice, c'est une opportunité politique, électorale, à savoir qu'on lui propose de participer à la campagne présidentielle 1936. Vous avez 2 partis, les démocrates et les républicains, et il est courtisé par les 2 partis qui cherchent à capter le vote noir. C'est à celui qui offrira le plus, et les républicains lui offrent une somme dont on n'a jamais su exactement ce qu'elle était, mais c'était environ $10 000, ce qui est une somme considérable en pleine crise économique. Et donc pendant plusieurs semaines, Owens va faire campagne pour le candidat républicain contre Franklin Roosevelt, qui s'appelle Alf Landon. Et c'est là que Owens va faire une première petite déformation, à savoir que c'est là que va émerger l'idée que Hitler l'a en fait bien traité, et que par opposition, c'est aux États-Unis qu'il a subi les conditions les plus difficiles à son retour, en particulier parce que Roosevelt ne l'a pas invité à la Maison-Blanche pour le féliciter après ses exploits. Il dit ça en meeting, il le dit parce qu'il est opposant, il est défenseur de Alf Landon, donc il veut critiquer Roosevelt, donc il a une logique électorale, mais ce qu'il ne dit pas, et ce qui reste en partie peu connu, c'est que en fait, Roosevelt n'a reçu personne à la Maison-Blanche, aucun athlète olympique en 1936 au retour de l'équipe de la délégation américaine. Ça n'est pas une habitude qui est encore entrée dans les mœurs. Donc en disant cela, Owens déforme un peu parce qu'il suggère que Roosevelt n'est pas un ami des Noirs. C'est le grand objet des discours électoraux d'Owens. C'est pour ça qu'il est amené sur scène par Alf Landon. C'est pour dire que c'est Alf Landon, le républicain, qui est le vrai défenseur de la minorité noire. Ça, c'est un premier exemple.
Deuxième exemple, on avance un peu dans le temps, on arrive au temps de la guerre froide. Owens est convié par le département d'État, donc l'équivalent du ministère des Affaires étrangères français, à donner des conférences un peu partout dans le monde et à raconter ses exploits olympiques. Ainsi, en 1951, il est convié à Berlin à retourner dans le stade olympique et à tenir un discours devant un stade en délire, puisqu'elle a gardé un souvenir vibrant de cet athlète, parce que vous avez d'un côté les nazis qui étaient furieux, et puis de l'autre côté une foule berlinoise qui était quand même admirative de ses exploits. Et donc, Owens prend la parole à la mi-temps d'un match, et voici ce qu'il dit. « Les mots manquent souvent dans des occasions comme celle-ci, mais je me souviens des bonnes choses qui se sont produites ici. Je me souviens de l'esprit sportif dont ont fait preuve les athlètes allemands sur ce terrain, en particulier l'allemand Lutz Long, l'homme que j'ai réussi à battre au saut en longueur lors de mon dernier essai. Je crois que le véritable esprit de l'Allemagne, une grande nation, a été illustré sur le terrain grâce à des athlètes comme Long. Je veux dire aux jeunes gens ici présents d'être comme ces athlètes. Je veux vous dire à tous de vous tenir fermement avec nous et de travailler tous ensemble pour rester libres et que Dieu Tout-Puissant nous aidera dans notre lutte. C'est ce que les États-Unis représentent et je sais que vous êtes avec nous. Dieu vous bénisse tous. » Ici, Owens met clairement sa légende olympique au service de la propagande américaine, à savoir une alliance entre deux nations, les États-Unis et la République fédérale d'Allemagne. Et dans la façon dont il le présente, cette amitié-là, elle ne fait que prolonger l'amitié qui unissait Lutz Long à lui. Au fond, ces alliances, cette formation du bloc de l'Ouest, ça n'est pas tellement un froid calcul entre États, non, pas du tout. C'est une union entre les peuples, des peuples qui sont amis, qui sont frères, comme l'étaient Lutz Long et Owens. Et c'est sur cette amitié avec Lutz Long que là aussi il ira dire certaines choses un peu déformées. Par exemple, il prétendra que Lutz Long l'a aidé à ne pas se faire éliminer du concours de longueur. Owens mord ses deux premiers essais dans les qualifications du saut en longueur, et il dit que Long serait venu vers lui et lui aurait dit « Écoute, recule ta marque d'élan, et comme ça tu ne mordras pas ton dernier essai. » Et c'est ce qui se passe, puisque Owens se qualifie au troisième et dernier essai, et donc n'est pas éliminé. Cette histoire n'est pas vraie, elle n'a jamais existé. Et d'ailleurs, Owens lui-même l'a reconnu quand on lui a fait remarquer que dans les rushs du film officiel des Jeux Olympia de Leni Riefenstahl, eh bien, il n'y avait aucune trace de Lutz Long qui allait s'approcher d'Owens pour lui donner un conseil. De même, dans l'une de ses autobiographies, il a affirmé que Lutz Long aurait, après la victoire d'Owens pendant la finale, ils se seraient approchés tous les deux de la tribune d'Hitler et qu'il aurait pris le bras Lutz Long aurait pris le bras d'Owens et aurait fait crier à la foule « Owens, Owens !» Ça, c'est également faux. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque chose. Ce qui est vrai, c'est que Lutz Long a serré la main d'Owens pour le féliciter et qu'ensuite, après la compétition, effectivement, au village olympique, ils ont parlé, ils se sont bien entendus, mais là aussi, c'est une anecdote fausse. Et puis, dernière chose dans l'amitié qui l'unit à Lutz Long, qui est sujette à caution, c'est que Lutz Long aurait envoyé une lettre en pleine Deuxième Guerre mondiale pour dire à Owens « Je crois que je vais mourir ». Il est alors sur le front italien, en pleine bataille de Monte Cassino. Il dit « Je vais peut-être mourir, je sens que ma dernière heure est arrivée. Si je meurs, va trouver mon fils et dis-lui que deux hommes peuvent être amis, peu importe leur couleur de peau. » Owens ira bien voir le fils de Lutz Long après la guerre. Simplement, cette lettre, on n'a pas la preuve qu'elle existe. En tout cas, moi, j'ai jamais eu cette preuve. Les archives Owens à Ohio State University n'en ont pas la preuve non plus. Ils me disent qu'ils ne savent pas où elle se trouve. Donc peut-être qu'elle n'a jamais existé. C'est difficile à trancher. Troisième étape, et j'accélère un peu parce que je sens que le temps passe. Owens, conférencier. On avance encore un peu dans le temps. On est dans les années 50-60. Owens a eu une certaine difficulté à trouver une stabilité financière, économique. Et ce qu'il a vraiment stabilisé de ce point de vue-là, c'est les tournées de conférences qu'il va donner, où il va raconter son histoire
olympiques, pour des entreprises, à titre personnel, pour des fondations, etc. Et c'est ce qui aussi l'invite à raconter des belles histoires. Alors, dans le cadre de ces conférences, par exemple, il va raconter cette célèbre histoire qui consiste à dire que Hitler serait, alors ça c'est l'histoire la plus connue d'Owens probablement, c'est que Hitler furieux aurait quitté le stade pour ne pas avoir à lui serrer la main. Là aussi, c'est plus compliqué que ça. La veille de la compétition à laquelle prend part Owens, un autre noir américain, un sauteur en longueur qui s'appelle Cornelius Johnson, remporte le saut en hauteur. Mais il est très tard, particulièrement tard par rapport aux journées d'avant, et Hitler quitte le stade. Est-ce que c'est par hostilité, parce qu'il voit que Johnson va gagner? Est-ce que c'est parce qu'il est très tard et qu'il a beaucoup de choses à faire? C'est difficile à trancher. Mais en tout cas, le président du CIO va voir Hitler le lendemain et lui dit « Vous devez faire un choix, vous devez féliciter tous les vainqueurs ou n'en féliciter aucun. » Parce qu'il avait félicité les vainqueurs allemands les jours précédents. Et là, il ne félicite pas Johnson. Et Hitler fait le choix de n'en féliciter désormais aucun, de recevoir uniquement les vainqueurs allemands dans sa loge privée, mais pas aux yeux de tout le stade. Et c'est pour ça que Owens n'est pas félicité publiquement. En fait, celui qui pourrait se plaindre de racisme de la part d'Hitler, ça n'est pas Owens, c'est Johnson. Voilà, petite mise au point sur cet élément-là. Et c'est tellement vrai que quand vous regardez les archives de 1936, dans le Washington Post par exemple, vous avez un Owens qui dit « Mais non, Hitler m'a fait un petit salut de la main, il a été amical. » Alors, évidemment, hein, Hitler... en interne, et ça, les archives, les sources, les témoignages d'Albert Speer, de Goebbels dans son journal, témoignent très clairement que Hitler est furieux, il est très très agacé des victoires de Owens. Mais ça ne l'empêche pas de faire bonne figure. Dernière étape de l'itinéraire d'Owens où se fabrique cette statue, c'est le Owens autobiographe. À la fin de sa vie, il meurt en 80, à la fin de sa vie, il écrit 3 autobiographies coup sur coup, entre 68 et 78. Et il met en scène cette histoire un peu enjolivée. La dernière porte le titre « Jesse Owens, the man who outran Hitler », c'est-à-dire qui a dépassé, qui a battu Hitler à la course, si vous voulez. Et ça résume bien l'idée fondamentale à l'œuvre dans ce mythe, c'est-à-dire que l'idée, c'est un duel entre David et Goliath, un affrontement homme à homme entre Hitler et Owens lui-même, et Owens aurait gagné et aurait infirmé les théories racistes à l'œuvre dans le Troisième Reich. Ce que je vous ai dit, et la part qui est vraie, c'est la colère des dignitaires nazis. Par contre, je pense qu'il faut, je finirai par là, nuancer également cet aspect des choses, pour plusieurs raisons, pour 4 raisons. D'abord, Owens gagne 4 médailles, mais ça n'est pas une surprise pour le régime. Ça n'est pas un choc parce que c'est le grand favori. Les Allemands ne s'attendent pas à voir un Allemand battre Owens à ce jour-là. Il est l'ultra favori et c'est la logique des choses. Donc, ils ne tombent pas de leur armoire. Deuxièmement, la victoire d'Owens n'a pas gâché la fête nazie. Les Allemands, ou en tout cas les nazis, voulaient montrer que les Jeux de Berlin pouvaient montrer la puissance allemande, la capacité à accueillir des Jeux modernes. Et c'est ce qu'ils ont réussi. Et ils ont même réussi à montrer que les athlètes allemands pouvaient bien figurer, puisque les Allemands arrivent devant les Américains au classement des médailles, chose rare depuis le début des Jeux Olympiques, où c'était plutôt les Américains qui gagnaient à chaque fois. Troisièmement, il ne faut pas sous-estimer la plasticité des théories raciales nazies. En fait, l'idée que Owens aurait infirmé la supériorité aryenne ne prêche que des convaincus. En réalité, pour les nazis, les Jeux de Berlin ne sont qu'une étape. Les Allemands s'éveillent d'un long sommeil corporel, d'un long sommeil incarné par la République de Weimar, et les Jeux de Berlin ne sont qu'une étape vers la renaissance du peuple aryen. Donc, même s'ils perdent à ce moment-là, ça ne veut rien dire. Ça prouve seulement qu'ils ont encore du chemin à parcourir. Ça ne remet pas donc en question la vision du monde racial des nazis. Et puis, dernière chose, et peut-être fondamentale, c'est que la victoire d'Owens n'a en rien empêché la politique génocidaire nazie. Cette démonstration, si on peut appeler ça une démonstration, a fait plaisir à la presse occidentale, au public, à la presse noire américaine, à la presse communiste aussi, le Daily Worker aux États-Unis, mais elle n'a pas eu réellement d'effet sur la politique raciale. J'en termine en disant que c'est couvert d'honneur que Owens est décédé en Arizona en 1980 d'un cancer du poumon.
Et les hommages innombrables qui ont coulé sur lui à ce moment-là témoignent qu'Owens a été un immense champion, mais aussi que le mythe Owens a été édifié avec un tel succès que dans les hommages, toutes les histoires que je vous ai racontées sont reprises telles quelles bien souvent. Et donc s'applique ce qui est dit dans le célèbre western « L'homme qui tua Liberty Valance », c'est-à-dire que quand la fiction dépasse la réalité, eh bien, il vaut mieux imprimer la légende. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup François René, c'était passionnant. Je crois qu'on aura des questions ensuite à te poser. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez écouter François René dans l'exposition. Il vient apporter ses lumières sur les Jeux de 68. Je passe la parole maintenant à Stéphane Mourlane et à un autre grand champion, ABB Bikila. Merci Paul, merci pour l'invitation. Si on peut effectivement lancer le diaporama, puisque on va évoquer une autre image qui a marqué dans ce florilège d'images qui ont marqué l'histoire des Jeux Olympiques. Eh bien, il y a celle d'ABB Bikila. Alors, c'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Où on voit bien ce frêle athlète éthiopien en pieds nus, tu l'as dit Paul, levant modestement quelque part les bras sous l'arc de Constantin à l'arrivée des Jeux Olympiques de Rome en 1960. Et cette image, elle est entrée dans la postérité en raison à la fois de la performance sportive, mais aussi de la symbolique politique qui lui a été accolée. Alors tout d'abord, sur le plan sportif, Bikila parcourt le marathon, 42 km 195, en 2 heures, 15 minutes et 16 secondes, améliorant de près de 8 minutes le record du monde établi lors des Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952 par le Tchèque Zatopek, Emil Zatopek, grande figure de l'athlétisme international. Alors, la performance, elle est d'autant plus remarquable que, contrairement à Owen, Bikila, lui, il n'est pas attendu. Bikila, c'est un inconnu, né en 1932, au nord d'Addis Abeba, et son parcours n'est pas aisé à retracer, en dépit de plusieurs biographies en anglais. Je pense notamment, et je vous présente les couvertures ici, celle de Paul Rambali et de Tim Judas, des documentaires, de nombreux articles dans la presse internationale, et même un roman, certains l'ont peut-être lu, paru en France, l'ouvrage de Sylvain Coher, « Vaincre à Rome », paru en 2019. Alors la consultation de ce corpus ne permet pas toujours de démêler ce qui relève de la réalité biographique de ce qui relève de la légende. Alors on peut quand même essayer de retracer les grandes lignes. Bikila, donc né en 1932, je vous l'ai dit. À l'âge de 20 ans, il s'engage dans la garde impériale. On raconte que dans les années 1950, il courait chaque jour 20 km depuis les collines de Sululta jusqu'à Addis Abeba, puis la même distance au retour. Quoi qu'il en soit, eh bien, c'est un entraîneur suédois, Onni Niskanen, qui est employé par le gouvernement éthiopien pour entraîner la garde impériale. Alors, la Suède n'est pas la seule à venir en soutien justement de l'Éthiopie, la Grande-Bretagne, les États-Unis également envoient des instructeurs. En tout cas, c'est ce Niskanen qui le remarque et qui commence à l'entraîner pour le marathon. Et en 1956, donc, Bikila termine deuxième du championnat des forces armées éthiopiennes, derrière un dénommé Wami Biratu, qui portait d'ailleurs à l'époque tous les espoirs de l'Éthiopie. Et c'est le forfait de Biratu qui va ouvrir les portes des Jeux Olympiques, de la sélection pour les Jeux Olympiques à Bikila. Bikila qui remporte son premier marathon seulement 2 mois avant le début des Jeux Olympiques, à Addis Abeba. Il en remporte d'ailleurs un deuxième 1 mois plus tard, donc 1 mois avant de partir pour Rome. Et on dit que ce deuxième marathon, il l'aurait remporté en 2 heures 21 minutes et 23 secondes, soit mieux que le record olympique d'Emil Zatopek. Or,
cette performance est encore aujourd'hui sujette à caution, puisqu'il est totalement inconnu à l'étranger. Il n'a jamais couru à l'étranger avant de partir pour Rome, au mois de septembre. Bikila est aussi resté dans les mémoires, tu le disais, Paul, pour avoir couru pieds nus le marathon olympique, vous le voyez derrière moi. Alors sur ce point, bien des histoires circulent, les récits divergent. L'histoire qui revient le plus souvent indique qu'il avait pour l'habitude de s'entraîner, toujours pieds nus, et il aurait ainsi développé une épaisse corne qui aurait été relevée lors de la visite médicale qui précédait les Jeux olympiques. Et lors des entraînements, il aurait essayé de se conformer un peu à la norme et de porter des chaussures, mais ses performances étaient moins bonnes. Alors il va quand même essayer de trouver des chaussures à Rome. Il va acheter une paire de chaussures, mais cela ne lui convient pas. Il développe même des ampoules et donc il décide de courir pieds nus le marathon olympique. Et ce faisant, il offre aussi une image qui finalement est assez conforme à l'imaginaire colonial d'un Africain primitif, et on sait que cet imaginaire a justifié la mission civilisatrice des Européens, qui est le fondement même de l'idéologie coloniale. Mais il n'est pas que cela, il est aussi, comme le relève le journal L'Équipe à l'époque, le signe d'une Afrique qui bouge. Et l'Équipe ici se fait un écho à l'ensemble de la presse internationale, et pas seulement sportive. Il Corriere della Sera, le grand journal italien, voit dans la victoire de Bikila un triomphe africain. Pourquoi ? Parce que c'est en effet la première médaille d'or olympique obtenue par un athlète d'un État indépendant africain. Et l'on a tôt fait justement de rapprocher cette victoire du mouvement contemporain d'émancipation, d'affirmation de ces États africains face au joug colonial. Ce qui est intéressant, c'est que les Jeux olympiques de Rome, Claude y reviendra tout à l'heure, sont souvent considérés comme les moins politisés de l'histoire. Et pourtant, les médias, mais aussi l'historiographie, confèrent a posteriori à la victoire de Bikila une dimension très politique. Le journal Le Monde, lancé sur, je cite le titre, les traces de Bikila en 2004, rappelle que l'athlète éthiopien, je cite Le Monde, franchit la ligne d'arrivée en vainqueur sous l'Arc de Triomphe, d'où étaient parties les troupes de Mussolini pour coloniser son pays. Et l'évocation justement de la guerre déclarée par le Duce en 1935 au seul pays d'Afrique encore indépendant, revient fréquemment depuis quelques années lorsqu'on remémore la carrière de Bikila. Alors s'impose d'ailleurs ainsi la figure héroïque du marathonien. Derrière cette figure, l'idée de la revanche du colonisé, de l'indigène, de ceux qui ont été opprimés par la domination coloniale. Et on rappelle que Bikila est un soldat, membre de la garde impériale. Alors, dans sa biographie, qui, il faut bien le dire, est quand même romancée, publiée en 2006, Paul Rambali fait du passé colonial italien un ressort dramaturgique. Il est écrivain, il est critique de rock aussi, et il inscrit la victoire de Bikila à Rome comme une sorte de prolongement à la résistance armée menée par le père de Bikila face à l'occupant italien. Dans l'autre biographie que je vous ai présentée tout à l'heure, celle du journaliste Tim Judah, lui n'a trouvé, et qui est quand même beaucoup plus documentée, aucune mention faite dans aucune preuve de l'engagement du père de Bikila. Ce que l'on peut dire en revanche, assurément, c'est que Bikila, qui est né en 1932, et compte tenu de sa région de naissance, il a été, lui et sa famille, ils ont été des victimes du système de déportation mis en place par les Italiens. Et là, pour le coup, les sources concordent. Alors en 1960, l'Italie n'est plus à ranger dans le camp des puissances coloniales.
La défaite du régime fasciste l'a conduite, sous notamment la poussée des armées alliées en Libye et de l'armée britannique en Éthiopie, à abandonner ces territoires en Afrique. Et le traité de paix qui est signé à Paris en 1947 scelle officiellement la fin de l'empire colonial italien, non sans regret, il faut bien le dire, tant les dirigeants italiens ont tenté, coûte que coûte, de maintenir au moins une part de cet empire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'une fois la perte de l'empire actée, les dirigeants italiens opèrent une volte-face radicale, et ils vont avoir de cesse de proclamer, notamment sur la scène internationale, le désintérêt colonial de l'Italie. C'est une manière aussi de nouer des liens, puisque l'Italie entend retrouver sa place sur la scène internationale, et notamment dans l'espace méditerranéen, eh bien, de favoriser les contacts avec des pays qui sont engagés dans un processus de décolonisation et d'indépendance. C'est cette idée aussi que l'Italie aurait, c'est un terme qu'on emploie souvent à l'époque, les mains nettes, et qu'elle est donc un interlocuteur tout à fait adéquate. Pour autant, en 1960, eh bien, cette mémoire de la colonisation, c'est intéressant aussi, eh bien, elle a quasiment disparu. Alors là aussi, Rambali, Paul Rambali, dans sa biographie, indique que lorsque la délégation éthiopienne arrive à Rome, elle aurait été immédiatement interrogée par des journalistes. Qu'est-ce que cela fait d'être à Rome, les invités des Italiens, compte tenu du fait que votre pays était récemment sous leur domination? Rambali évoque aussi un commentaire radiophonique juste après le marathon. Quelle course, quelle victoire sous l'arc de Constantin, le lieu même duquel les troupes de Mussolini ont lancé la conquête de leur pays il y a un quart de siècle. Un Éthiopien a gagné le marathon. En fait, quand on lit la presse italienne et internationale, qu'elle soit sportive, qu'elle soit générale, alors, ma lecture n'a pas été exhaustive, mais le corpus est quand même assez vaste, eh bien, ça ne laisse guère apparaître en fait de mention aussi nette à la colonisation italienne en Éthiopie. Et les travaux menés par les historiens sur la mémoire coloniale en Italie permettent mieux, je crois, de comprendre ce silence. Après, en effet, la Seconde Guerre mondiale, la réconciliation qui s'opère en Italie autour des valeurs de l'antifascisme, donc, ce qui amène à occulter un certain nombre d'éléments liés à la période dite en Italie du Ventennio, eh bien, en fait, la mémoire de la colonisation occulte tous les aspects idéologiques, mais aussi ceux liés à la violence des conquêtes et de la domination en Italie. Ce n'est qu'en 1965 qu'Angelo Del Bocca publie un premier livre éclairant la conduite de la guerre en Éthiopie. Mais la question, en fait, ne s'immisce guère à ce moment-là dans le débat public. Et par la suite, Angelo Del Bocca, qui a publié donc ce livre au titre révélateur, Italiani, brave gente, avec point d'interrogation, les Italiens auraient été, puisque c'est ça l'image, les Italiens auraient été des colonisateurs bien différents des autres, une colonisation beaucoup plus bienveillante à l'égard des ayant un visage plus humain, plus libéral, plus tolérant. Je vous ai mis ces quelques images derrière moi pour vous montrer, je n'ai pas le temps ici de rentrer dans le détail, que la réalité a été bien différente et que la conquête ou les opérations dites de pacification ont été d'une violence tout à fait inouïe à l'égard des populations indigènes. Mais dans ce silence mémoriel, il y a quand même une voix qui s'élève au moment de la victoire de Bikila, c'est celle du journal communiste l'UNITA. L'UNITA relève, à l'heure du bilan des Jeux, évidemment la supériorité du modèle soviétique, ça on n'en est pas surpris, mais l'UNITA relève aussi justement les premiers marqueurs de la décolonisation, je cite, de la libération des peuples, hier esclaves de l'impérialisme et aujourd'hui indépendants. En fait, pour les communistes, la question coloniale vient se superposer au combat mené
lors de la préparation des Jeux, à un moment, et ça résonne quelque part avec une actualité, non seulement en France, mais désormais aussi en Italie, mais désormais aussi quelque part en France. À ce moment-là, je vous rappelle qu'en Italie, c'est la démocratie chrétienne qui est au pouvoir. Dans ce qu'on appelle, lorsque les spécialistes appellent un bipartisme imparfait, deux grandes forces politiques, mais il n'y en a qu'une seule qui est au pouvoir, c'est la démocratie chrétienne. Les communistes ne sont jamais au pouvoir. Or, en 1960, pour se maintenir au pouvoir, la démocratie chrétienne doit s'appuyer sur le soutien du MSI, le mouvement social italien, un parti néofasciste. Et pour les communistes, il faut voir justement l'influence des néofascistes dans le fait que les Jeux olympiques vont être accueillis, vous voyez ici le stade olympique, au Foro Italico. Le Foro Italico, c'est l'ancien Foro Mussolini. Là aussi, pour le dire vite, c'est le lieu où se fabriquait l'homme nouveau italien, que tu évoquais, Paul, un certain nombre de rencontres et de publications auxquelles tu as collaboré, et vous aviez bien montré justement que cet homme nouveau italien vient quelque part, je reprends les termes que vous évoquiez, était un homo sportivus. Vous avez l'académie fasciste d'éducation physique. Le fameux stade des Marbres, entouré de 60 statues, chargé d'inscrire dans la pierre le mythe, justement, de la jeunesse italienne. Vous voyez derrière moi ces images. Pour atteindre le stade olympique, il y a une longue allée qui s'ouvre par un obélisque avec l'inscription Mussolini Dux. De part et d'autre, des blocs de marbre de Carrare avec les grandes dates du régime fasciste. Et j'ai à dessein ici indiqué les inscriptions qui font référence à la conquête d'Addis Abeba, à la proclamation de l'Empire, au sol des mosaïques, tout à la gloire de la geste fasciste et du Duce. C'est dans ce contexte-là, en dépit des protestations des communistes, qui vont quand même parvenir à faire effacer un tout petit peu, mais pas grand-chose, les quelques inscriptions, c'est dans ce contexte-là que sont accueillis les Jeux Olympiques. Ce qui n'est pas les moindres de paradoxes, puisque les Jeux Olympiques de Rome avaient pour objectif justement de rompre avec le passé fasciste, de montrer à voir au monde la résurgence d'une Italie républicaine en plein essor économique. Or, l'un des principaux lieux de compétition, et tu fais référence explicite au fascisme. Au passage, la prochaine fois que vous irez à Rome, vous pourrez visiter ce lieu qui n'a toujours pas changé. Et si vous allez voir un match de l'équipe nationale de football ou de rugby, si vous allez voir la Roma ou la Lazio, si vous allez au tournoi de tennis de Rome, etc., c'est dans cet environnement. Et d'ailleurs, au passage, j'ai été surpris de lire il y a quelque temps que le site du tournoi de tennis de Rome était considéré comme l'un des plus beaux sites du circuit ATP. C'est ce que vous voyez derrière moi, le site du tournoi de Rome. On pourra reparler justement de ce patrimoine. Alors, c'est un autre monument, j'accélère, qui attire l'attention, l'obélisque d'Axum. Alors là, on raconte que Bikila aurait accéléré face à ce monument qui a été confisqué par le régime fasciste à l'Éthiopie, qui avait été installé face au ministère de l'Afrique italienne, qui est devenu d'ailleurs par la suite le siège du FAO. Et récemment, cet obélisque a été rendu aux Éthiopiens. On peut dire aussi que Bikila, évidemment, été instrumentalisé par l'empereur, donc il appartient à la garde impériale, et on le voit ici, il est décoré, il est promu avec force de cadeaux aussi en nature. Et d'ailleurs, l'empereur va manifester une particulière bienveillance à l'égard de Bikila, puisqu'en décembre 1960, l'empereur est victime d'un coup d'État, et Bikila est l'un des protagonistes de ce coup d'État. Et il sera gracié, bien en a pris à l'empereur, puisque 4 ans plus tard, chaussé cette fois, vous pouvez le voir, Bikila va à nouveau servir le rayonnement de l'Éthiopie lors des Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, qui sont d'ailleurs des Jeux particulièrement marqués par l'entrée
sur la scène sportive internationale des États africains. Je ne rentre pas dans le détail de cette carte, mais vous voyez, c'est des délégations de plus en plus nombreuses de mémoire. Je crois qu'il y a une quinzaine de délégations qui font à ce moment-là leur entrée et qui traduit bien justement cette montée en puissance de l'Afrique. En Éthiopie, c'est une légende, une icône que tu évoquais tout à l'heure. L'accident de voiture en 1969 au cours duquel il perd une jambe, et plus encore évidemment son décès en 1973 suscite une vive émotion. Vous voyez ici un mausolée, vous voyez aussi un film qui lui est consacré, qui a eu un grand succès en Éthiopie. Au passage, pour les plus cinéphiles d'entre vous, on voit aussi apparaître Bikila dans Marathon Man, avec Dustin Hoffman, qui montre qu'on a vraiment non seulement une icône éthiopienne, mais une icône internationale. À Rome aussi, beaucoup plus tardivement, on rend hommage à Bikila, et une plaque en 2010 est apposée non loin de l'arc de Constantin et de la fameuse, et ça, tous ceux qui ont visité Rome ont cheminé le long de la Via dei Fori Imperiali, qui était la Via dell'Impero, avec, peut-être n'y avez-vous pas prêté attention pour le coup, ces fameuses cartes en marbre que vous voyez ici, et qui sont toujours aujourd'hui installées de nos jours, et qui retracent justement à la fois la généalogie de l'Empire fasciste avec l'Empire romain antique, et la projection justement de ce rêve impérial. Cette mémoire, elle trouve à se prolonger aujourd'hui. Paul avait la gentillesse d'évoquer effectivement une autre exposition, celle du palais de la Porte Dorée. Si vous vous y rendez, eh bien vous pourrez voir notamment cette installation audiovisuelle qui a été présentée pour la première fois en 2017 au Musée d'art contemporain de Rome, une œuvre que l'on doit aux artistes Nina Fischer et Marwan El-Sahani. 3 écrans, je n'entre pas dans le détail ici, mais ce que je voudrais relever, et je terminerai là-dessus, c'est que cette installation audiovisuelle réactive la mémoire de Bikila dans une perspective contemporaine de réflexion non seulement sur les rapports italo-africains, et sur des rapports italo-africains fondés sur l'arrivée massive de migrants traversant la Méditerranée. Je vous remercie. Merci Stéphane pour cet exposé qui retrace bien la geste d'Abebe Bikila et puis ses relations complexes de l'Italie avec son passé colonial. Je rappelle d'ailleurs que Stéphane a été aussi l'un des commissaires d'une exposition qui s'appelait Ciao Italia, que vous avez peut-être vu, qui était aussi à la Porte Dorée. On va passer maintenant à Mohamed Ali, et donc je te laisse la parole, Claude. Merci le Mémorial de la Shoah de m'avoir invité. Merci à tous d'être présents. Donc aujourd'hui, ma communication sur Mohamed Ali va être une communication qui va porter sur plusieurs facettes d'un champion, d'une Amérique, d'un rapport entre un boxeur, un sportif et un continent, l'Afrique, du rapport aussi qu'entretiennent les sportifs avec le monde du spectacle, avec le show business, avec le monde de la littérature, du cinéma, de la musique, de la peinture. Donc Mohamed Ali va condenser à peu près tout ce que nous connaissons de l'Amérique, ce que nous avons entendu, nous avons imaginé de l'Amérique. Donc Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui, au-delà de sa carrière sportive, va incarner plusieurs facettes de l'Amérique. L'Amérique noire, l'Amérique raciste, l'Amérique spectaculaire, l'Amérique qui, à la fois, élève un sportif comme un héros, l'Amérique, pays des droits, l'Amérique, pays également du combat contre les discriminations, du combat pour l'égalité raciale, pour l'égalité également des minorités. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous donner quelques éléments pour comprendre, pour appréhender cette figure, ce parcours d'un champion exceptionnel. Donc je vais commencer d'abord par donner les éléments biographiques du Mohamed Ali. Ensuite,
aborder la construction de ce personnage mythique, légendaire, une construction médiatique, une construction aussi qui va dépasser le ring pour devenir plus tard une véritable icône. Je vais également parler dans une troisième partie des combats qui ont marqué sa carrière, des combats majeurs, comme on dirait, les combats légendaires. Et enfin, ça va être les choix qu'il a choisis, les choix de Mohamed Ali qui ont quelquefois mis en péril sa carrière. Donc je vais commencer par donner quelques aspects sur l'homme, sur Mohamed Ali. Donc Mohamed Ali est né en 1942 à Louisville, une ville des États-Unis, une ville qu'on appelle l'entrée de l'Amérique, l'entrée du Sud, l'entrée d'une Amérique raciste. Donc Louisville, petite ville, une ville moyenne des États-Unis. Mohamed Ali, son père était un artiste moyen. Sa mère, une femme de ménage, qui travaillait plutôt qui travaillait comme femme de ménage auprès auprès du personnage riche, en particulier blanc, de la ville. Donc, quelqu'un qui est né dans une Amérique où la structure sociale, où le pays est fondé sur la ségrégation raciale, sur la discrimination raciale, sur le fait que les minorités noires n'avaient pas accès à certains lieux, en particulier les universités, les lieux publics. Donc, Mohamed Ali a été marqué par cette Amérique de ségrégation. Il y a un moment qu'il a particulièrement bouleversé dans sa vie. En 1955, il y a un jeune gamin de 14 ans qui s'appelle Emmett Till, qui a été frappé, qui a été tué malheureusement par quelques blancs parce qu'il avait osé, soi-disant, mal parler à une jeune adolescente blanche. Donc Mohamed Ali a été vraiment bouleversé par cette figure de ce jeune Emmett Till dans les journaux, et ça l'a vraiment marqué dans toute sa vie. Un autre aspect qui est peu abordé dans l'histoire de Mohamed Ali, dans la biographie de Mohamed Ali. Mohamed Ali, il avait son père était noir, sa mère était métisse avec du sang irlandais. Cette facette est très 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 peu abordée dans l'histoire de Mohamed Ali. Elle est très 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 abordée dans les biographies de Mohamed Ali. Pourquoi? La raison, c'est qu'il a tellement voulu affirmer ce que j'appelle cette black attitude, ou cette négritude affirmée, confirmée, exposée, valorisée, qu'il a jamais voulu mettre en avant ce sang blanc dans sa chair. Ça fait partie aussi des facettes non dites, des facettes cachées, j'ai envie de dire, dans l'image, dans l'imaginaire également qu'on a de Mohamed Ali. Mohamed Ali a commencé une carrière de boxeur relativement tôt. Il n'était pas très 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 brillant. On dit, la légende veut qu'il ait commencé à boxer après avoir eu son vélo volé par quelqu'un. Donc il a été voir, un sergent en lui disant, voilà, j'ai perdu mon vélo et je vais me venger, je vais trouver les personnes qui ont volé ces vélos pour me battre, etc. Et le policier lui dit, est-ce que tu sais te battre? Il dit non. Et voilà, j'ai une salle de gym. Si tu veux, de temps en temps, tu peux venir t'entraîner. Voilà, c'est ce qu'on dit, c'est la légende. Je crois plus ou moins à cette légende, mais ce qui est sûr, c'est que la boxe l'a plu. La boxe, il apprécie la boxe. Et il a fait de cet art quelque chose de beaucoup plus important que juste un loisir. Et progressivement, il a monté, et progressivement, il a eu un parcours pugilistique assez intéressant, puisqu'il a très tôt été repéré pour participer à la grande compétition des jeunes aux États-Unis, des jeunes boxeurs, une compétition qu'on appelle le Golden Gloves. Et Mohamed Ali s'est illustré. Mohamed Ali s'est affirmé comme un bon boxeur du Saint-Louis
de Louisville plutôt, et ensuite de la région de Chicago. Et bien sûr, quand on parle de Mohamed Ali, on ne peut pas ne pas parler aussi de cette fameuse victoire en 60 aux Jeux Olympiques de Rome. Ça, j'y reviendrai plus tard. Mohamed Ali, c'est aussi, tout à l'heure je parlais, c'est aussi cette Amérique qui concentre tous les points négatifs d'une société basée sur la ségrégation raciale. Et l'histoire de Mohamed Ali, c'est perpétuellement l'histoire des combats pour l'égalité. Ils sont aussi d'une reconnaissance aussi, des combats, et aussi une reconnaissance aussi, une valorisation plutôt, une promotion sur les minorités raciales, notamment sur les Noirs. Il n'était pas seul, Mohamed Ali, dans sa période. Il n'était pas le seul athlète ou la seule personne qui vantait le mérite, la présence des Noirs américains. Les musiciens, je pense notamment à des gens comme Duke Ellington, Miles Davis, Dizzy Gillespie, également ont œuvré pour une reconnaissance totale des minorités raciales. Il y a d'autres personnalités avant moi, de personnalités sportives, mais Mohamed Ali était le seul. Bon, je pense notamment à des gens comme Joe Louis, le grand boxeur américain des années 30, qui, sans le vouloir, a été porté comme une espèce de fierté de la race noire des États-Unis. Donc les combats de Joe Louis étaient perçus pour beaucoup de personnes noires comme une espèce de leader, comme une espèce de quelqu'un représentatif de la race noire américaine. Donc Mohamed Ali, ce premier trait biographique de cette personnalité, c'est rapidement, c'est deux choses. Quelqu'un issu d'une famille relativement pauvre, je dirais modeste, pas aussi pauvre que d'autres boxeurs, tels que George Foreman ou Frazier. Mohamed Ali, c'est quelqu'un qui a caché je pense que j'ai envie de dire sa blanchitude dans sa vie. Mohamed Ali, c'est quelqu'un aussi qui a usé de la boxe comme terrain de visibilité des minorités raciales. La deuxième partie de cette communication va parler de la construction du personnage, de la fabrication de ce personnage. Mohamed Ali, comme tout le monde le sait, Mohamed Ali a pour singularité d'avoir été un showman, comme on dit, d'avoir été quelqu'un qui a été certainement l'un des premiers sportifs à utiliser les médias, la télévision, la radio. Il a été l'un des premiers à jouer également avec les médias. Il a été l'un des premiers, j'ai presque envie de dire, à être bon public pour les médias, dans une Amérique raciste, dans une Amérique où les Noirs n'avaient pas quelquefois, n'avaient pas le droit de vanter, de se promouvoir. Donc Mohamed Ali a été, dans un certain sens, un sportif iconoclaste, une personnalité qui a réussi à sortir du rang de l'invisibilité. Parce que grâce à cette victoire, Mohamed Ali a voulu montrer que cette idée de Black is Beautiful pouvait être également mise en avant sur le terrain sportif, notamment dans la boxe. Mohamed Ali a aussi participé à plusieurs reprises à cette idée que la boxe est un noble art plutôt. Mohamed Ali a voulu donner une dimension complètement différente de la boxe. Et dans sa construction médiatique, il a été sur les rings, il a été un boxeur iconoclaste. Mohamed Ali jouait avec ses adversaires. Mohamed Ali dansait avec ses adversaires. Mohamed Ali se jouait de ses adversaires. Mohamed Ali était le premier boxeur à prédire le moment où il allait battre son adversaire. Mohamed Ali aussi a été le premier boxeur à avoir une véritable un style complètement différent, un style de boxeur de boxeur aérien, il était extrêmement relâché. Donc c'était vraiment une espèce d'ovni dans le milieu de la boxe, en particulier
dans la catégorie des poids lourds. Mohamed Ali, hein, c'est aussi quelqu'un, aujourd'hui on pourrait dire, quelqu'un qui a mis en avant, hein, qui a inventé, hein, ce qu'on appelle le punch, aujourd'hui on pourrait appeler des punchlines, ça veut dire des mots qui choquent, des mots qui touchent, des mots c'est-à-dire une véritable, avec Mohamed Ali, on assistait à une véritable, à des joutes verbales, à des jeux de mots, à tous les sens du terme. Donc Mohamed Ali, c'était aussi quelqu'un, hein, qui a influencé beaucoup de musiciens, qui a influencé beaucoup de danseurs. Donc Mohamed Ali, en fait, ce qu'il a apporté à la boxe, c'est quelque chose de complètement nouveau. En dehors du ring, Mohamed Ali, c'était un acteur, c'était un charmeur. Il était doté d'un charisme incroyable. C'est quelqu'un aussi, hein, c'est quelqu'un qui aimait le spectacle, quelqu'un qui aimait se faire remarquer, c'est quelqu'un qui voulait être toujours au devant de la scène. C'est quelqu'un qui a toujours voulu montrer que la boxe, en particulier un boxeur noir, pouvait être à la fois efficace, vainqueur, beau et aussi fier de porter toute une communauté. Et c'est pour cette raison, je pense que c'est pour cette raison que Mohamed Ali a dépassé le ring pour devenir une véritable icône, une espèce de leader. C'est une période où les grands leaders américains, noirs américains, hein, c'était Martin Luther King, Malcolm X. Donc les personnages de Mohamed Ali, dans la fabrication aussi, hein, de ce personnage, hein, dans la fabrication aussi, hein, on va dire de ce mythe Mohamed Ali, il y a des personnes, en particulier, hein, des personnes juives. Hein. Dans mon ouvrage, je parle de nègres blancs qui ont œuvré, hein, à cette starification du Mohamed Ali. Je pense notamment à 3 personnalités. Hein. Le premier, hein, Norman Mailer, l'écrivain qui a beaucoup œuvré pour montrer du Mohamed Ali quelqu'un qui personnifie, hein, qui incarne, hein, le nom art. Il y a un autre journaliste, hein, Flip Shulk, journaliste photographe, qui, à travers des clichés, qui, à travers certaines photos, qui a véritablement montré, hein, un autre aspect, valorisé, hein, le caractère photographique du style de Mohamed Ali. Enfin, troisième personnage important, hein, troisième nègre blanc, j'ai envie de dire, important dans cette starification, dans cette consécration, hein, du Mohamed Ali comme une personnalité iconique, c'est Howard Cosell. Howard Cosell, c'était un homme de télévision. Avec Mohamed Ali, il y avait une espèce de jeu, hein, il y avait une espèce de complicité, hein, entre les deux. Et Howard Cosell, il a beaucoup fait pour Mohamed Ali. Il a beaucoup fait pour que Mohamed Ali ne soit pas seulement vu comme un boxeur, mais comme une personnalité importante de cette Amérique des années 60. Ma troisième partie, ce sont les combats. Les combats majeurs de Mohamed Ali, les combats qui ont marqué à la fois l'histoire de la boxe et l'histoire aussi, hein, l'histoire de la carrière. Il y a 4 combats. Le premier combat, bien sûr, on ne peut pas ne pas évoquer, hein, la victoire, la première victoire, on va dire la première victoire internationale, hein, mondiale de Mohamed Ali aux Jeux Olympiques de Rome en 60. J'ai eu la chance d'avoir fait quelques interviews d'athlètes qui ont participé à ces Jeux Olympiques, en particulier Michel Jazzy. Donc je lui ai demandé, Michel, parlez-moi un petit peu de ce jeune-là, Mohamed Ali. Il me disait il était solaire. À chaque fois, hein, quand on le voyait, il allait voir les gens, il disait voilà, regardez bien en face de vous, vous avez le nouveau champion du monde du poids lourd. Vous avez le nouveau grand champion du monde. Donc tout ça, il disait mais c'est qui ce dingue? Il est complètement fou. Mais Mohamed Ali, il avait cette force, hein, d'aller voir les gens, cette force aussi, hein, de croire en lui, hein, de croire qu'il allait changer le monde de la boxe, quoi. Voilà. Et en 60, enfin, effectivement, il devient champion du monde, plutôt il devient champion olympique de mi-lourd, face à un boxeur polonais. Mohamed Ali réussit, hein, un beau tournoi
jusqu'à cette finale remportée contre le Polonais. Deuxième grand moment de sa carrière, de ses combats, en 64. Voilà. Mohamed Ali, en 64, il est confronté à un boxeur redoutable, Sonny Nixon, un champion du monde très très dur, très 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 fort, quelqu'un qui est un taiseux, quelqu'un qui a l'habitude de passer très peu de temps avec ses adversaires. Donc en 64, Mohamed Ali a 24 ans. Il n'est pas du tout donné favori. Il n'est pas du tout. Tout le monde pense qu'il va se faire massacrer. Il va se faire massacrer par Sonny Liston. D'ailleurs, dans certaines biographies, plus tard, on disait que Mohamed Ali, il avait peur de Sonny Liston, mais il n'osait pas. Il n'osait pas montrer parce qu'il était tellement arrogant. Il voulait montrer aussi qu'il avait pas peur de lui. Donc Mohamed Ali, ici, il a essayé de jouer au bluff. Et cette victoire en 64 est revenue historique parce que juste après la victoire, Mohamed Ali dit face aux caméras, face aux journalistes, j'ai ébranlé le monde, j'ai bouleversé le monde de la boxe. Voilà, vous avez en face de vous quelqu'un qui va marquer l'histoire, de la boxe. Troisième grand combat, c'est Ali Foreman en 1974. Pour moi, c'est un combat qui a beaucoup de sens, puisque tout jeune, tout petit, en Côte d'Ivoire, ce combat, pour nous, en Côte d'Ivoire, c'était Ali Foreman, ça représentait Ali l'Africain et Foreman le Blanc. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une image qui nous a marqué, nous, quand on était en Côte d'Ivoire. Quand Georges Foreman est arrivé à Kinshasa, RDC, la capitale de l'ancien Zaïre, Foreman il est arrivé avec un chien. Et cette image nous a bouleversés parce qu'on s'est dit, et en plus il est venu avec un berger allemand. Et Mohamed Ali, quand il est arrivé, d'abord il était suffisamment malin pour porter une tenue africaine, une tenue qu'on appelle le wax. Et tout de suite, on a senti Ali, et puis en plus, derrière lui, il y avait une véritable, je pense qu'on va dire, une véritable communication autour de je reviens au pays, je reviens dans la mère patrie, je suis tellement fier de revenir chez moi, je suis tellement fier de retrouver ma famille. Donc Ali a véritablement sublimé, charmé tous les Africains, charmé tous les supporters pour que tous soient derrière lui. Et il a été suffisamment malin pour apprendre quelques mots en lingala. Lingala, c'est l'une des langues du Zaïre. Il a appris une phrase qui encore aujourd'hui, beaucoup de rappeurs, beaucoup de musiciens se servent. C'est Ali Bomaye. Ali Bomaye en lingala, ça veut dire Ali tue-le. Donc vraiment, il a vraiment réussi. Il a vraiment réussi à porter toute la nation, tout le continent africain derrière lui. Dernier combat, c'est en 75. Troisième combat entre Ali et. Ça veut dire qu'il. Voilà, je termine. Troisième combat avec Georges Frazier. Voilà. Georges Frazier, on va dire. Dans l'histoire de la boxe, dans l'histoire de la boxe du lourd, les combats Ali Frazier ont été des combats d'une intense férocité, d'une intensité mais vraiment incroyable. Et en 75, le troisième combat, le premier combat en 70, Ali perd contre Frazier. Le deuxième combat, il le remporte en 71 et en 75, c'est la belle. Voilà, c'est celui qui gagne ce combat dira voilà, je suis meilleur que toi. Et Ali remporte ce combat, un combat cruel puisque pour beaucoup de gens, c'est peut-être à cause de ce combat qu'il plus tard il a eu toutes les séquelles, Parkinson, etc., etc. Enfin, je terminerai par dire les choix qui mettent en péril dans sa carrière. Alors, bien sûr, en 64, Ali décide deux choses. Il décide la conversion à l'islam radical, aux Black Muslims. Il décide également d'être proche de l'ennemi numéro 1 aux États-Unis à l'époque, Malcolm X. Et dernière chose, il décide en 66, il décide l'incorporation. En fait, il décide de ne pas participer à la guerre du Vietnam. Et il sera banni du monde
banni du monde de la boxe. Enfin, je dirais, pour conclure sur ce sujet, sur cette personnalité marquante de Mohamed Ali, en 2016, quand il meurt, je suis invité à France Culture. Je dis, voilà, la mort d'Ali, pour moi, c'est la mort c'est la mort du XXe siècle. C'est aussi une partie du XXe siècle qui part, qui disparaît. Pourquoi? Parce que Ali, au-delà du boxeur, il est une personnalité iconique à la fois en Amérique, en Afrique, en Europe, en Asie. En Asie, notamment, je pense, je donne un exemple rapidement en Turquie. Quand je sors mon ouvrage sur Mohamed Ali, j'étais surpris de voir quelques pays asiatiques intéressés pour la traduction de l'ouvrage, notamment des pays où la religion musulmane est extrêmement forte. Je pense notamment à la Turquie, qui ont voulu absolument traduire ce bouquin. En fait, dernière phrase, c'est que Ali, aujourd'hui, il appartient au patrimoine culturel, à l'imaginaire collectif, puisque Ali a été pris comme modèle dans la musique, dans la littérature, dans le cinéma et surtout dans la littérature. Et surtout, pour nous, universitaires, Ali est devenu un cas historique. Je vous remercie. Merci Claude pour ce plaidoyer passionné pour ce grand boxeur. Bon, le livre juste me permet de dire que je vous invite à lire le livre de Norman Mailer, Le combat du siècle, qui est à la fois un très grand livre sur la boxe, sur Ali, mais aussi sur le Zaïre de Mobutu. Alors, on a un petit peu dépassé le temps, donc je pense qu'on va passer directement aux questions à la salle. C'est ce qui est de mieux. Donc, qui veut commencer? Ah, voilà. Il me semble que vous avez dit que c'était la première médaille d'or pour Abebe Bikila. Il me semble que... Pour un État africain indépendant, ouais. Parce que Reginald Walker, Afrique du Sud, 1908 sur 100 mètres. L'Afrique du Sud n'est pas encore indépendante. Oui, ok. C'est un dominion. Mais ce qui est intéressant, Non. merci de cette remarque, c'est qu'effectivement, il y a une délégation sud-africaine en 1908, composée d'ailleurs que d'athlètes blancs, comme ça sera d'ailleurs toujours le cas jusqu'à l'exclusion de l'Afrique du Sud. Et de mémoire, je crois que c'est 1912 la proclamation de l'indépendance avant qu'il y ait l'union, ce qu'on appelait l'Union sud-africaine. C'est en 1948 l'indépendance de l'Afrique. L'Union, justement le fait que ce soit un dominion, c'est-à-dire qu'en 1908, c'est encore une colonie de l'Empire. Oui, alors j'ai eu l'info parce que je suis allé voir l'exposition du Palais de la Porte Dorée. Et donc c'est... Alors même Pierre-Jean Vazel n'avait pas cette information, parce que c'est un patient du 100 mètres. Donc voilà. Alors René François, merci pour votre travail, parce que j'ai lu, j'ai écouté, bravo. Juste par rapport aux ouvrages, donc je suis en train de lire celui de Alain Foy, donc ça a l'air pas mal, les premières pages. En tout cas, il y a Marie-Evan Gépé qui a écrit en 2016 un bouquin qui s'appelle Jessie, qui est extrêmement intéressant, parce que d'abord c'est une athlète afro-antillaise, c'est extrêmement intéressant. Pardon ? Camerounaise. Ok. Et donc, pour le coup, ça apporte une sensibilité particulière. J'en ai lu d'autres, mais celui-là, il est pas mal. Et moi, j'attends impatiemment le vôtre. Moi aussi. C'est pas une question, je suis désolé. En tout cas, merci. Mais oui, très bien. Mais vous avez raison, j'irai voir celui de Marie-Evan Gépé, parce que je ne me suis pas plongé dedans. Mais il y a aussi celui de 1980 qui est quand même prosélytique, puisqu'il est sur la religion, parce qu'en fait il a été très croyant. Némac, je crois. L'autobiographie spirituelle. Oui. Alors en fait, ça a été publié en 78, republié en 80. En fait, c'est le même que celle dont je vous ai parlé, L'homme qui a dépassé. En fait, c'est un autre titre, mais c'est le même texte. Et effectivement, il met beaucoup en avant sa foi chrétienne dans ce livre. Et c'est très intéressant, mais c'est des trois autobiographies la plus déformée. Enfin, c'est là où il y a le plus de mythes, le plus d'inexactitudes. Enfin, ça y va. Madame. Bonjour, moi j'avais une question. Je sais qu'il y a des athlètes qui ont boycotté les Jeux Olympiques de 1936. Je voulais savoir si certains États ont songé au boycott. Alors, du coup, c'est moi qui réponds.
Oui, en fait, ça a suscité un certain nombre de débats dans un certain nombre de pays. Bon, moi, le cas que je connais le mieux, c'est les États-Unis, où vous avez deux grandes entités rivales, qui sont l'Amateur Athletic Union et le Comité olympique américain, qui ont des débats internes, qui sont pas d'accord entre eux, mais l'Amateur Athletic Union vote en 33, je crois, le boycott, et puis finalement refait machine arrière sous pression, notamment d'un certain Avery Brundage qui deviendra président du CIO de 52 à 72 et qui lui est un ardent partisan de la participation américaine, qui est plutôt aussi un admirateur du Troisième Reich. Donc voilà, c'est aussi... en tout cas, il ne trouve pas trop de choses à redire. Ouais. Et il considère d'ailleurs que la campagne qui est menée en faveur du boycott est une campagne d'inspiration judéo-communiste. Oui, il y a quelques lettres assez accablantes de Brundage, oui, qu'ont exhumé les historiens. Et plus près de nous, en France, effectivement, la participation de l'équipe de France fait débat. Je vous rappelle qu'en 1936, nous sommes donc sous un gouvernement de Front populaire. L'appellation revient à la mode. Et donc, il y a un débat. Je ne rentre pas. Vous imaginez bien que donc, la gauche française, et en particulier le Parti communiste, mène une campagne très active, comme l'ensemble d'ailleurs des partis communistes européens. Ils vont même mettre en place une compétition parallèle, concurrente, l'Olympiade populaire, qui devait se tenir à Barcelone en 1936, et qui n'a pas eu lieu en raison du déclenchement de la guerre civile. Quant au gouvernement de Front populaire, finalement, il adopte une résolution tout en équilibre, puisque le gouvernement français donc accorde une subvention à la délégation, c'est le Parlement, exactement, oui, enfin, est repris, mais c'était soutenu par Blum notamment, qui était donc de subventionner la délégation française à Berlin, mais aussi la délégation française à Barcelone. Juste, si on peut ajouter une chose, c'est que à cette époque-là, l'URSS et les partis communistes considèrent que le CIO, c'est le sport bourgeois. Il ne faut pas du tout y participer. Donc, que ce soit Amsterdam, Los Angeles ou Berlin, c'est la même chose. Il faut attendre 1952 pour la première participation des Soviétiques. Bon, mais, Monsieur Boly, j'ai le souvenir de combats d'Ali où certains combats se terminaient 1 minute après le début de la compétition. Son adversaire était pareil, par terre. Je me souviens d'un combat particulièrement où il venait de changer de nom. C'est-à-dire il passait de Cassius Clay à Ali. Et à ce moment-là, pour le provoquer, son adversaire, sur le ring bien sûr, l'appelait Cassius Clay, Cassius Clay. Qu'est-ce qu'il a pris ce jour-là? Je sais pas si... Qu'est-ce qu'il a pris? Vaut mieux lui que moi, ça, si vous voulez. Bon, ce que je voulais vous dire, que Ali, pour moi, c'est vraiment le boxeur du siècle, comparable à Jesse Owens, qui est l'athlète vraiment aussi du siècle. Merci. Merci. Effectivement, je crois que c'était les années, début des années 60, il y avait un boxeur. C'est aussi, la boxe, c'est aussi un terrain, un théâtre de provocation. Il savait très bien, ce boxeur, il savait très bien qu'en disant au Cassius Clay, il allait piquer Mohamed Ali. Donc à chaque fois, et d'ailleurs, il faut savoir que en France comme aux États-Unis, beaucoup de journalistes, jusqu'aux années 70, n'ont pas voulu l'appeler Mohamed Ali. Ils continuaient à appeler Cassius Clay. Donc c'est aussi une façon aussi de ne pas reconnaître sa conversion à l'islam radical. Sur la fin de sa carrière, quand il se présentait, il était déjà un peu malade quand même, quand il se présentait en conférence de presse, il faisait exactement ceci aux 20 journalistes qui étaient là. Qui est-ce qui veut se battre? Comme ça, à tous les journalistes. Vous n'entendiez pas le clic des appareils photo à ce moment-là, c'est vrai.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme Claude l'a dit, c'est quelqu'un donc qui s'est engagé politiquement, qui en a fait les frais sur le plan sportif et qui a été totalement réhabilité, hein, puisqu'on parle de Jeux Olympiques en 1996 à Atlanta, puisqu'il est le dernier porteur de la flamme lors de la cérémonie d'ouverture, hein, dans la ville de Luther King. On projette d'ailleurs sur l'écran le portrait de Luther King pendant que Ali allume la vasque olympique. Exactement. En 96, hein, l'Amérique de Bill Clinton, hein, a voulu rendre hommage, hein, à ce phénomène, hein, cet exceptionnel athlète. Et je pense que ça fait partie aussi des moments historiques, hein, des moments forts, hein, des moments émotionnels, hein, des Jeux Olympiques. Voir Mohamed Ali, hein, trembler, hein, et réussir, hein, à allumer la vasque olympique en 96. Alors, encore deux questions. Donc, monsieur. Oui, allô, merci. Allô, ça marche? D'accord, pardon. Merci beaucoup. Moi, je voulais savoir si dans les images d'archives, dans les archives, il existait une rencontre entre Jesse Owens et Mohamed Ali. Est-ce que, parce qu'ils ont symbolisé, etc., est-ce qu'il y a eu des rencontres ou des conférences qui les réunissaient? Et puis, j'aimerais savoir si... quel autre sportif peut incarner ce genre d'impact dans l'imagerie collective? Je pense à Arthur Ashe au tennis peut-être, qui peut être de ce style-là, ou à Cathy Freeman peut-être, ou à Marie-Jo Pérec pour nous, au niveau de la France. Mais est-ce que vous avez d'autres exemples? Et puis la place de femmes comme ça, un peu iconique, voilà. Alors moi, je n'ai pas connaissance de rencontre entre Owens et Ali. Ce qui est certain, c'est que Owens était relativement proche de Joe Louis, qui était de la même génération, de la même sensibilité politique, plutôt républicaine. Ali, je ne sais pas. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, je pense, c'est qu'ils appartiennent vraiment à deux générations différentes et qu'ils ne pensent vraiment pas la même chose. C'est-à-dire que Owens a toujours considéré que le sport était une voie d'ascension sociale et que tout ce qui concernait un activisme contestataire, tout ça était critiquable, illégitime, et il était tout à fait, on peut dire hostile Mohamed Ali. Enfin, c'est pas du tout, il se reconnaît pas du tout là-dedans. Et d'ailleurs, dans sa première autobiographie qui s'appelle Black Think, il parle des Black Thinkers, c'est-à-dire, en gros, le Black Power, c'est-à-dire ce qui est résumé par les Black Panthers, puis par Mohamed Ali dans le sport. Et c'est un pamphlet, c'est un brûlot anti-Black Power, vraiment. Et donc, par exemple, il dira aussi que Smith et Carlos, quand ils lèvent le poing sur le podium des Jeux de Mexico, ben, ça ne sert à rien parce que quand ils rouvrent la main, ils n'ont rien, c'est-à-dire ils n'ont pas d'argent. Alors que lui, il a pu connaître l'ascension, il a pu connaître une forme d'aisance financière à la fin parce qu'il a eu ces exploits-là. Et donc juste pour répondre à la deuxième partie de la question, pardon. Je pense que c'est lui l'icône. C'est la seule image qui reste quand on parle sport et politique. Il y a certes 36, mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais on en a beaucoup parlé cette semaine. On a même eu l'honneur de le recevoir au Palais de la Porte Dorée. C'est Tommy Smith sur le podium de Mexico. On le retrouve même ici. Hein. C'est devenu... c'est effectivement, si on met le sport, contestation, émancipation, je pense que celui qui reste, c'est Tommy Smith. Une dernière question, parce qu'il faut qu'on libère l'auditorium, parce qu'il y a une projection ensuite. Oui, je ne sais pas s'il marche. Et que j'avais, en l'époque, c'est en 1976, l'affaire de Montréal. Il y a un certain nombre de pays d'Afrique qui ont boycotté les Jeux à cause de problème de l'admission de la Nouvelle-Zélande. Je me rappelle qu'il y avait des athlètes noirs africains qui ont quitté Montréal en larmes. Et bon, voilà. J'espère que quelqu'un a information, quelques détails peut-être. C'est un cas très particulier, mais qui concerne l'Afrique et le sport. Merci. 22 étapes exactement, dont certains athlètes, dans certaines délégations, avaient déjà commencé les compétitions, effectivement. Et c'est d'une certaine manière, d'ailleurs, on peut terminer là-dessus, hein, puisque quelque part, c'est l'émergence, effectivement, des minorités de l'Afrique sur la scène sportive internationale, dans la géopolitique sportive internationale, et effectivement, l'Afrique, et d'ailleurs pas seulement l'Afrique sportive, puisque derrière ce mouvement, il y a l'OUA qui pèse très, très largement. Bien, merci beaucoup pour vos questions.
crois qu'on a passé un bon moment ensemble. Voilà. Et je vous invite, si vous ne l'avez fait, à aller voir l'exposition au 3e étage.